Bonjour et bienvenue dans le replay du webinaire Boon Manager dédié à la gestion de vos projets en régie de A à Z. Cet enregistrement vous expliquera comment gérer de manière optimale votre activité de régie, depuis l'identification des fins de projet, leur création, leur suivi, leur facturation et l'analyse de leur activité. Ce webinaire vous a été présenté par Déborah Dassaro, Cyril Herbeau et Loïc Lambert. Je vais désormais laisser place au replay qui va commencer par nous détailler le plan de ce webinaire. Comme d'habitude, on démarre par une partie prérequis pour éviter de devoir rappeler tout ce qui a été fait en amont sur l'interface avant et qui n'aurait pas forcément de valeur ajoutée dans ce webinaire. Et ensuite, on vous montrera comment créer, qualifier vos projets, les suivre, les facturer. Et on finira par une petite rubrique d'analyse de votre activité. Et bien sûr, comme je vous l'expliquais au départ, on se gardera 15 minutes à la fin pour parler questions-réponses. Sans transition, je me passe la parole à moi-même pour vous présenter les prérequis. Donc les prérequis dont on est parti pour ce webinaire sont les suivants. On a déjà créé les ressources, on les a déjà qualifiées. De même pour vos clients dans la base CRM qui ont déjà été créés et qualifiés. Et pour éviter d'avoir une interface vide avec très peu d'informations, nous avons simplement créé quelques besoins et projets déjà en cours sur lesquels on va travailler, vous le verrez durant cette présentation. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Cyril qui va vous expliquer comment créer et qualifier vos projets. Parfait, merci Loïc. Donc, pour mon cas de figure, on va voir effectivement cette partie de création et de qualification de vos projets. Et donc, on va partir d'un cas pour lequel on a un besoin qui a déjà été, donc qui est déjà existant, qui a déjà été qualifié, sur lequel on a des positionnements. Donc, pour ce faire, je me rends dans le module besoin et je vais ici venir effectivement donc filtrer pour directement donc afficher donc les besoins sur lesquels je souhaite me concentrer. Et donc le besoin en question qui m'intéresse, c'est celui qui s'appelle terrasse virtuelle 3.0. Donc je vais cliquer du coup sur la ligne de ce besoin pour l'ouvrir. Je vais ensuite me rendre dans l'onglet positionnement. Je vois que pour l'instant effectivement ce besoin est à l'état potentiel et je retrouve ici donc 5 positionnements qu'on a effectués, donc certains avec l'état rejeté, CV envoyé. Et je retrouve ici donc certains de je peux effectivement filtrer. Ça, c'est d'ailleurs une nouvelle fonctionnalité qui est sortie cette semaine, donc qui est tout nouveau, qui est assez pratique. Et donc moi ici, j'ai Caroline et Ronald, donc deux positionnements qui sont justement à l'état positionné. C'est ces deux personnes que je veux en fait faire travailler sur mon projet. Donc je vais commencer par Caroline et je vais modifier l'état du positionnement pour le faire passer du coup à gagner. Donc soit je peux le faire effectivement ici en ouvrant le positionnement, soit directement depuis la vue récapitulative. Donc je vais le passer sur gagner. Je vais ensuite ici cliquer sur continuer. Et donc je vais être directement ensuite renvoyé vers la vue de mon projet ici, qui vient d'être créé. Je vais directement ici renommer ce projet. On voit que la référence ici donc a repris la référence de la fiche Boon Manager. Moi, je vais réutiliser ici, du coup, donc je vais l'appeler le projet A et je vais aussi réutiliser le titre de mon besoin, donc terrasse virtuelle 3.0. Sachez que ça, par défaut, c'est quelque chose que l'on aurait pu modifier au niveau du masque de référence pour que le nom du besoin soit repris. Comme j'ai un deuxième positionnement du coup à passer à l'état gagné, je vais ici cliquer sur le raccourci, donc à droite dans les infos complémentaires pour être renvoyé vers mon besoin. Je retourne dans l'onglet des positionnements. Je vois bien que j'ai donc Caroline qui est à gagner. Et donc j'ai Ronald Trump ici que je vais également passer à l'état gagné. Ici, je vais avoir une différence par rapport à avant, c'est qu'en fait, si j'ouvre ici le menu déroulant du projet, je retrouve un projet qui est déjà existant car mon besoin est déjà lié à un projet. Donc ici, je ne veux surtout pas du coup créer un deuxième projet, je veux bien réutiliser le même et avoir deux prestations sur le même projet. Donc je sélectionne ce projet, je clique ensuite sur confirmer, comme tout à l'heure. Et donc là, ici, cette fois-ci, je ne vais pas être redirigé vers le projet de manière automatique car il est déjà existant, mais je vais du coup cliquer sur l'onglet projet. Je vois que mon besoin est bien lié à un projet. Je clique sur le titre et je suis de nouveau redirigé vers la fiche de mon projet. Donc la référence a déjà été modifiée. A priori, ici, je n'ai pas d'autres informations à modifier sur l'onglet information, donc je vais me diriger vers l'onglet prestations. J'ai déjà ici donc plein d'informations qui ont été qualifiées, car tout a été repris de ce que l'on avait déjà indiqué dans les besoins, dans le besoin et dans les positionnements. Je vais pour autant ici m'inquiéter du fait de savoir si
tout est bien correct, s'il n'y a pas une modification entre la phase de prospection et ici le fait que maintenant on soit bien sur un projet en production. Donc je vais cliquer ici par exemple sur la première prestation, celle de Ronald Trump. Je vois justement que la date de démarrage est au 30 mars. En fait, cette prestation a commencé au 1er avril, donc je modifie la date de démarrage et je vois que sur cette période, j'ai 83 jours ouvrés et on a 55 jours et demande qualifiés. Moi, effectivement, je vais modifier ça pour avoir un taux d'occupation qui avoisine les 90%. Donc voilà, ici, donc on est parfait. Comme ça, on prend aussi en compte le fait qu'on aura certainement des absences ou des congés qui vont être posés par ma ressource et je sauvegarde. Je vais du coup faire la même chose au niveau de ma deuxième prestation, celle de Caroline. Je vais modifier la date de démarrage. Je vais la faire passer au 1er avril. Et ici, au niveau des jours vendus, on est bon. Donc, je vais pouvoir du coup sauvegarder. Et donc là, j'ai bien 2 prestations qui ont été créées pour lesquelles, effectivement, on l'a vu, c'était assez rapide, car la majeure partie des informations étaient déjà qualifiées. Maintenant, il ne faut pas que j'oublie que derrière, si j'anticipe au niveau de la facturation, il faut que je crée des commandes, car sans les commandes, je ne pourrais pas facturer. Donc ici, j'ai une commande qui va être commune à ces 2 prestations. Donc je vais pouvoir directement toutes les 2 les sélectionner. Et ensuite, cliquer sur mon raccourci Créer commande. Donc ici, juste aussi en haut à droite. Donc je clique dessus. Premier élément, c'est que j'indique un numéro de commande. Donc ce sera le numéro qui va être ici indiqué sur mes factures. Donc soit j'indique le numéro de commande transmis par mon client, ou si mon client du coup ne m'en transmet pas, je vais directement mettre une référence interne. Je peux, si je souhaite, cocher la réception de l'accord client, si effectivement que ça sera un repère visuel pour indiquer que cette commande n'a pas été créée en anticipation. Bien sûr, ici, je vérifie que la qualification est bien correcte en termes de conditions de règlement, de CA commandé, etc., de coordonnées de facturation. Par défaut, ces informations sont reprises de la dernière commande que vous avez créée pour votre client. Elles sont modifiables si nécessaire. Je vois bien que mes 2 prestations ici sont bien sélectionnées, donc elles sont bien corrélées à cette commande. Et si je descends un peu sur la page, je retrouve, on va dire, des qualifications un peu plus avancées. Moi, ici, pour le coup, je vais cocher justement la première case, facturation séparée des temps et des frais, car ce client ici me demande à recevoir des factures justement séparées pour les frais éventuellement refacturables. Donc, je coche bien cette option. Et ensuite, je vais pouvoir du coup sauvegarder pour valider du coup la création de cette commande. Je vais retourner du coup, grâce à mon raccourci sur mon fil d'Ariane, sur la fiche projet. Et je vais ici anticiper une dernière chose, c'est que a priori, je suis quasiment sûr que ces 2 prestations vont être prolongées, mais je n'ai pas non plus encore l'accord définitif de la part de mon client. Donc je vais les sélectionner comme je l'ai fait pour la création de la commande, sauf que cette fois-ci, je vais cliquer sur Créer renouvellement. On va voir que 2 nouvelles lignes vont apparaître. Ces lignes, du coup, vont être qualifiées en fait, au niveau de la durée, en tout cas, sur la même durée que les prestations initiales. Par contre, je vois que l'élément qui n'est pas repris ici, c'est un nombre de jours vendus. Donc, moi, je vais effectivement ouvrir chacune de ces 2 prestations qui viennent d'être renouvelées. En premier lieu, je vais d'abord modifier l'état, parce qu'ici, justement, je ne veux pas qu'elle soit considérée comme signée, mais comme prévisionnelle, ce qui aura bien une importance, parce que les prestations prévisionnelles, du coup, déjà, sont liées à des indicateurs différents. On verra ensuite, après aussi, sur les plans de charge, que ça me permet d'avoir un repère visuel différent. Et aussi, ces prestations, même si j'arrive ensuite sur la feuille de temps du mois d'août, ne seront pas visibles de la part de mes ressources. Au niveau du nombre de jours vendus, je pourrais effectivement ici requalifier les 75 jours vendus pour être pareil à peu près sur un taux d'occupation à 90%. Je vais pouvoir sauvegarder et faire la même chose du coup sur la deuxième prestation que je vais également du coup passer en prévisionnel et sur laquelle je vais aussi indiquer un nombre de jours vendus à hauteur de 75 jours et je sauvegarde. Et donc ici, je viens de finir la qualification de mes 4 prestations, donc mes 2 prestations signées, mes 2 prestations prévisionnelles. Et donc, je vais passer la main à Déborah pour la suite. Ah, Déborah, on ne t'entend Merci pas. Cyril. Donc Cyril nous a montré comment partir d'un besoin pour créer votre projet. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va directement créer un projet sans passer par la case besoin. Donc pour ça, on va cliquer directement sur le bouton plus principal de l'outil. Donc je ne sais pas si vous l'avez remarqué, celui-ci il se trouve dans votre barre latérale de gauche. Et donc quand vous cliquez dessus, ça vous permet de créer n'importe quelle typologie de fiche. Et donc nous, on va cliquer sur projet, inscrire un titre du besoin, donc un PRJ B par exemple, avec un titre qu'on avait appelé voilà, I will be back. On qualifie bien que c'est un projet en régie, ce qui va conditionner le fait qu'on nous demandera une ressource.
En contact, on va aller chercher Terminator. Et en ressources, on va aller chercher Alfred, qui va aller travailler sur ce projet. Donc là, on part vraiment du principe où vous avez déjà toutes les informations et donc vous avez simplement à créer votre projet puisque vous avez déjà tout gagné. Donc on va cliquer sur Créer et on atterrit une nouvelle fois sur la fiche Information du projet. Et donc là, premier réflexe, on renomme avec soit le titre du besoin, soit autre chose. Comme l'a dit Cyril tout à l'heure, c'est un masque qu'on peut configurer pour que ça se mette automatiquement. Là, on remarque que la date de début et de fin de la presta sont les dates d'aujourd'hui. Et donc ça, on ira voir comment justement modifier ça puisque notre projet ne dure pas juste un jour. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est de vérifier le lieu de la prestation. Si jamais on doit faire un ordre de mission, c'est cette information-là qui sera reprise. Donc 45 rue Albibac. On va pouvoir enregistrer et passer dans l'onglet prestations justement pour aller qualifier tout ça. Donc pour qualifier la prestation, pour rappel, on clique sur la ligne et non pas sur le nom qui est du coup le raccourci vers la ressource. Donc on va aller cliquer sur notre ligne, indiquer une date de début, une date de fin, donc au 1er avril et jusqu'à peu près au mois d'août. De la même manière que tout à l'heure, on va indiquer un tarif de vente et un nombre de jours vendus. Donc cette fois, on n'a pas les informations qui sont déjà pré-remplies puisqu'on part vraiment de zéro. Et donc on va indiquer un nombre de jours vendus à peu près à 10% de moins que ce qui est vraiment ouvré puisqu'on sait que pendant les congés d'été, etc., il peut y avoir des périodes non travaillées. Donc l'idée, c'est de se rapprocher au maximum de ce qui va être réalisé et ensuite, ce sera les temps pointés qui seront importants. Donc on va pouvoir retourner sur notre fiche projet. Et là, en fait, on va avoir comme information que finalement, notre client nous dit que pendant cette période-là, il aimerait que Alfred soit en partie sur site et en partie en télétravail. Et donc pour nous, l'information va être importante puisqu'il nous dit également que le tarif de vente sera différent selon s'il est sur site ou en télétravail. Et donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va de nouveau affecter en prestation Alfred en cliquant sur le bouton plus et en cliquant sur prestation. Et donc là, on va le mettre une deuxième fois sur la presta, le cocher et donc suivre notre fil d'Ariane, donc notre workflow de prestation. Et on va aller du coup corriger la première prestation puisque finalement, il ne sera pas à 95 jours sur la partie sur site. Donc on va aller d'abord sur la partie sur site, se servir de l'intitulé de prestation pour indiquer que justement, cette partie-là sera effectuée chez le client. Et donc indiquer plutôt un nombre de jours vendus diminué à peu près 55 jours. Et on va retourner donc grâce au fil d'Ariane sur la fiche projet pour aller servir également sur la deuxième prestation, donc qui s'est calé exactement sur les mêmes dates puisqu'on est reparti de la même presta. Sur l'intitulé de prestation, on va indiquer que cette fois-ci c'est en télétravail. Et on va également indiquer un tarif de vente qui sera un petit peu moins cher à 400 € jour et un nombre de jours vendus à peu près à 45 jours vendus ou 50. Voilà. Et on va du coup enregistrer et repasser sur notre fiche projet. Ici, notre client nous dit que pour autant, il va facturer sur la même commande. Donc, on va pouvoir, comme tout à l'heure, cliquer sur les deux encoches à droite ou cocher directement l'encoche principale et créer une commande pour ces deux prestations. Donc, comme tout à l'heure, on indique un numéro de commande, soit celui du client, soit le vôtre. On coche qu'on a bien reçu l'accord client pour ces projets-là. Et donc, on vérifie ici que tout est bien renseigné. Donc, on voit sur la droite les prestations achats corrélés, qu'on a à la fois notre prestation en télétravail et à la fois notre prestation sur site. Et quand on va descendre un petit peu plus bas, vu qu'on a vérifié déjà toutes les parties facturation, on a aussi notre client qui nous fait la demande cette fois, non pas d'avoir les facturations séparées avec les temps et les frais, mais plutôt de suivre, plutôt d'avoir les CRA signés en fait, joints à ces factures. Et donc, nous, on va vouloir suivre la réception des CRA signés justement par le collaborateur, bloquer la génération automatique de la facture si jamais on n'a pas ce CRA signé, et du coup dire à l'outil de joindre directement en annexe la feuille de temps signée avec la facture mensuelle. Et on va pouvoir enregistrer. Donc voilà pour la partie télétravail. On va juste revenir sur la fiche projet. Donc pour résumer ici, sur la fiche, dans l'onglet prestations, on a du coup les dates de début et de fin qui permettent aux collaborateurs de pointer leur temps entre le 1er avril et le 31/08. Donc comme l'a dit Cyril tout à l'heure, si jamais c'est de la presta prévisionnelle, ce ne sera pas possible de pointer dessus. Donc il faut vraiment que ce soit de la prestation signée. La deuxième chose, c'est que le nombre de jours vendus fois les tarifs de vente nous permettent d'avoir un chiffre d'affaires. Le coût du collaborateur fois justement sa charge va également permettre d'avoir un coût, ce qui va générer une marge et une rentabilité. La troisième chose, c'est que la prestation va permettre de corréler une commande, ce qui va générer la facturation.
On a une dernière chose ici qu'on aimerait faire pour notre collaborateur, c'est d'aller créer un ordre de mission. Et pour cela, on va aller juste remplir dans la partie du coup prestation, donc en cliquant vraiment sur la prestation, les informations qui nous intéressent. Donc ça va être en fait la partie justement description de la mission qu'on retrouve sur la droite de la prestation et les conditions particulières s'il y en a. Donc là, on va simplement indiquer que la partie que sur cette prestation, il y aura une partie en télétravail. Et sur la description, on aurait pu écrire n'importe quoi, mais c'est ce qui va être renseigné du coup sur l'ordre de mission. Donc on va pouvoir enregistrer, retourner sur notre fiche projet et du coup générer notre ordre de mission. Donc l'ordre de mission se trouve à droite de la ligne avec le petit icône justement PDF qui permet de télécharger, voire même d'envoyer un ordre de mission directement depuis l'outil. Là, l'outil propose un modèle par défaut, on va pouvoir le télécharger pour voir à quoi il ressemble. Donc, tout ce modèle-là, il est configurable depuis la partie administrateur, donc on pourra revenir dessus si vous le souhaitez. Et donc là, on retrouve les informations sur la société qui vend la ressource, entre guillemets, la partie identification client de la mission, et derrière tout ce qui est lié aux obligations pendant la mission, les absences. Et du coup, on retrouve nos cases description de mission et conditions particulières qu'on aura renseignées au préalable dans les prestations. Quand on prolonge une prestation, la case description et conditions particulières est également reprise, donc vous n'avez pas besoin de le réécrire à chaque fois si jamais vous êtes amené à prolonger. Donc ça, ensuite, le collaborateur peut l'imprimer, le signer, etc. Voilà. Donc je vais rendre la parole à Cyril, qui va enlever. Oui, c'est bon. Merci Déborah. Donc pour venir en fait faire un petit récap de cette première partie, donc au niveau de la création et de la qualification de vos projets, donc j'ai dans un premier temps, donc je vous ai montré la partie de création d'un projet depuis un besoin. Donc ce qu'on a fait effectivement, c'est qu'on a mis à jour le besoin et les positionnements, donc on les a passés en gagné afin de déclencher la création du projet. Et ensuite, on avait donc une bonne partie du travail qui était déjà faite, c'est on a fait un travail de vérification des données reprises du besoin, éventuellement donc un ajustement si nécessaire. Dans son cas, Déborah a fait une création directe donc de son projet sans passer par le besoin parce qu'il n'existait pas. Dans ce cas-là, il faut d'ailleurs noter que quand vous créez directement un projet, vous avez tout de même un besoin qui est toujours créé de manière implicite et qui est passé donc à l'étape gagnée par défaut. Faites toujours attention quand vous faites des créations de projets directs à bien vérifier qu'il n'y a pas de besoin existant pour justement éviter de créer des doublons ou de ne pas exploiter du coup un besoin qui aurait déjà été travaillé. Et au final, donc, on a vu qu'on avait aussi d'autres fonctionnalités que l'on a pu exploiter au travers de la création de ces deux projets. Donc on avait bien sûr la création de commandes qui était importante parce que sans cette commande, je ne peux pas aller à la fin jusqu'à ma facturation. On a pu aussi prolonger des prestations en voyant qu'on avait la possibilité du coup de prolonger soit de manière prévisionnelle, soit des prestations que l'on peut prolonger directement donc à l'état signé. Dans le cas aussi de Déborah, on a pu un peu jouer avec les intitulés de prestations qui permettent de les distinguer plus facilement, qui ensuite permet aussi à la ressource, quand elle pointe ses temps depuis son intranet, de pointer sur la bonne prestation par rapport au fait ici, dans ce cas de figure, si on est en télétravail ou sur le site chez le client. Et enfin, on a pu aussi générer un ordre de mission, comme on l'a vu en dernier lieu. Et ensuite, on va pouvoir du coup passer à l'étape suivante, qui est étape numéro 3, qui est le suivi de vos projets. Donc pour ce faire, au niveau de cette étape, on va depuis notre environnement Boon Manager se diriger vers le module Reporting et ensuite dans la sous-vue, donc la première ici, qui est celle des plans de charge. Ici, il y a plusieurs éléments qu'on peut analyser. D'ailleurs, c'est intéressant de voir en premier lieu que si on regarde donc nos ressources Caroline, Pilier de Bar et Donald Trump, on voit qu'ils ont bien effectivement en bleu, donc des prestations qui sont en cours que fin juillet. Et ensuite, on voit à partir du mois d'août, donc une ligne qui continue en vert. En fait, ça effectivement, comme on le voit dans la légende en bas de page, ça fait référence au fait que ce soit des prestations qui soient en prévisionnel, ce qui me permet effectivement aussi d'attirer mon attention si j'oublie, comme je dis tout à l'heure, si ces prestations se confirment bien, de les passer en signé, mes ressources ne pourront pas pointer de temps. Donc il faut bien sûr, dès qu'elles sont validées, signées, penser à modifier leur état. Les plans de charge, ça me permet aussi d'identifier les fins de mission, les fins de prestation, afin d'un point de vue, on va dire, commercial, voir si j'ai pas justement un renouvellement à aller chercher ou si alors j'ai pas simplement oublié de prolonger une prestation. Ici, je vois qu'en premier lieu, j'ai Naomi Roberto qui apparaît en premier parce qu'en fait, c'est ma ressource qui va être la plus rapidement disponible. A priori, sa mission se termine fin avril et il n'a plus rien par la suite. En fait, il a bien une
un prolongement qui n'a pas été créé, qu'il faut aller ici faire dans l'outil. Donc, je peux le repérer facilement aussi grâce à cette information. Donc, je vais venir cliquer directement sur la ligne bleue pour être redirigé vers la prestation en question. Ici, donc même cas de figure en fait que tout à l'heure, je vois bien une prestation du 1er janvier au 30 avril. Cette prestation, on veut la renouveler. Donc, je vais pouvoir du coup ici la sélectionner, cliquer sur Créer renouvellement. Ma prestation, comme on l'a vu dans les cas précédents, va avoir la même durée que la prestation initiale. Donc, je vais la sélectionner parce qu'ici, dans tous les cas, j'ai le nombre de jours vendus qui n'a pas été qualifié. La date de fin et la date de démarrage pourraient éventuellement être modifiées si nécessaire, tout comme le tarif de vente si entre deux il avait été renégocié. Donc ici, j'indique mon nombre de jours vendus pour être à peu près à 90% d'occupation. Je sauvegarde. Et ensuite, tout comme on l'a vu dans les deux cas précédents, il ne faut pas que j'oublie ici que pour l'instant, cette prestation n'est pas liée à une commande, comme je vois ici dans la colonne commande en bout de ligne. Dans ce cas de figure, je ne veux pas créer de nouvelles commandes, car en fait, mon client m'a déjà transmis une commande que je peux utiliser au fur et à mesure des renouvellements. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre directement dans l'onglet facturation de ce projet. Je vais bien constater que j'ai ma commande existante. Je vais pouvoir du coup cliquer sur cette ligne pour l'ouvrir. Et donc ici, je vais effectivement me diriger vers le champ prestations achats corrélés. Je vais ouvrir le petit menu déroulant et je vais venir sélectionner la nouvelle prestation que l'on a créée. Et je vais pouvoir du coup cliquer sur le bouton sauvegarder. Et cette fois-ci, cette nouvelle prestation est bien liée à une commande qui est la même commande qui était déjà existante sur le projet. Ici, voilà, et on constate ça effectivement directement depuis la vue prestation. Si je retourne cette fois-ci sur les plans de charge, je constate bien, donc j'ai toujours Caroline et Ronald qui ont leurs prestations prévisionnelles, sauf que cette fois-ci, je vois qu'en premier d'ailleurs, je n'ai plus Naomi qui apparaît parce que ce n'est pas la première ressource qui devient disponible, donc il est passé quasiment en bas de page. Et j'ai bien donc la prestation à partir du mois de mai qui est renouvelée jusqu'à la fin du mois d'août. Et je propose à Déborah de prendre la suite. Merci Cyril. Donc nous, on va s'intéresser de nouveau à notre Alfred, qui est du coup, on voit en double prestation sur le PRJB, donc le projet I Will Be Back, où il est à la fois en télétravail et à la fois en présentiel chez le client. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger en fait vers l'intranet d'Alfred. Donc on va se connecter depuis son point de vue et on va aller donc pointer ses temps et éventuellement ses frais. Donc là, Loïc s'est déjà connecté sur l'interface intranet d'Alfred. Et donc, on retrouve son tableau de bord avec un message qu'on a mis nous par défaut, mais que vous pouvez personnaliser depuis l'interface administrateur, si vous avez les accès. On va se diriger tout de suite vers l'onglet Mes temps. Et on va aller compléter sa feuille de temps du mois d'avril. Sur sa feuille de temps d'avril, on va créer une première ligne, indiquer dans la liste déroulante si c'est chez le client ou en télétravail. Donc là, on sélectionne une des deux et on remplit donc partiellement en fonction des jours qui ont été faits du coup chez le client. Et une fois que c'est fait, on va ajouter une deuxième ligne en sélectionnant bien cette fois en télétravail. Et on ne va pas s'embêter à tout remplir, donc on va directement cliquer sur le bouton remplir pour toutes les cases restantes. Donc bien sûr, ça ne remplit pas les week-ends ni les jours fériés, donc le 13 c'était Pâques. Et on va pouvoir enregistrer la feuille de temps. Et là, on a un message qui va apparaître puisqu'on a décidé dans la commande qu'on voulait suivre la réception du CRA signé par le collaborateur. Donc là, on invite le collaborateur à joindre son CRA signé par le client. Donc pour faire ça, il va devoir cliquer sur le bouton télécharger, sélectionner le CRA client, donc le télécharger. Et une fois qu'il aura téléchargé, il va pouvoir l'imprimer, le faire signer à son client et le joindre à nouveau à sa feuille de temps. Donc là, sur son rapport d'activité, on voit bien qu'il y a une ligne pour le client en présentiel et une ligne pour le télétravail. Donc avec bien sûr les infos du client et de nous-mêmes. Donc on va pouvoir cliquer sur documents et pièces jointes ou alors faire glisser directement la pièce jointe. Ce qui se passe alors, c'est que l'outil va reconnaître que le document est un CRA signé lié à la prestation I Will Be Back, mais si jamais il y a une erreur ou si jamais il ne le reconnaît pas, vous pouvez cliquer sur gérer les pièces jointes et aller ici sélectionner que c'est un document signé ou alors que ça n'a rien à voir, que c'est un autre document, et décider pour quel projet vous allez l'affecter. Donc éventuellement, si votre collab a plusieurs CRA signés pour plusieurs projets, il peut en joindre pour chaque projet. Et donc on va confirmer. Et on peut même du coup valider la feuille de temps puisqu'on est du point de vue du collab, on a fini de saisir nos temps du mois d'avril.
Une fois qu'on a fait ça, ce qui va être intéressant pour nous en tant que compte manager, c'est d'aller vérifier justement la consommation de ce projet-là. Où est-ce qu'on en est en termes de vraiment temps consommé, temps passé en fait sur le projet, puisqu'on avait tout à l'heure la notion de CA signé, de coût signé, etc. Maintenant, on va aller pouvoir constater la production. Donc, on va retourner sur le projet. On peut cliquer directement sur les lignes bleues pour avoir le raccourci. Et donc là, on retourne sur notre projet où on voit donc dans l'onglet prestations ce qu'on appelle tout ce qui est lié au CA signé. Et nous, on va se diriger vers l'onglet consommation où là, on va pouvoir justement mettre en parallèle le signé et le produit. Donc, on voit justement que sur les 45 jours signés, pour le moment, il y en a 13 qui ont été consommés, que ça a généré 5 200 € de CA de production, que ça nous a coûté 3 540 €. Et j'ai oublié une petite étape d'ailleurs au niveau d'Alfred, c'est que notre cher collaborateur a également pointé des frais sur ce projet-là. Donc, on va pouvoir se reconnecter du point de vue d'Alfred et cette fois-ci aller sur ses frais. Donc, soit depuis l'onglet de gauche, soit depuis le petit raccourci. Et donc là, on va aller modifier sa note de frais, puisqu'en fait, il s'est trompé, ce n'était pas de l'interne, c'était bien sur son projet. Et donc là, on va aller relier les frais pointés au projet à Will Be Back, donc chez le client. Ici, il faudra bien penser à cocher refacturer client sur la droite pour justement indiquer dans l'outil que dans le cas de facturation mensuelle, ça ressorte bien sur la facture. Donc cette partie coche de refacturation client, il faut voir si vous le dites directement à votre collaborateur ou si vous, au moment de la validation, vous cochez ces cases-là. Donc on va pouvoir valider à nouveau cette note de frais et retourner sur la consommation de notre projet. Et donc là, sur la conso du projet, donc on va juste rafraîchir la page. On voit effectivement qu'on n'avait pas prévu de frais signés, mais que pour autant, on a 404 € de frais consommés sur le projet. Et donc là, ça va impacter aussi toute la partie production du projet, puisqu'on l'a bien indiqué à refacturer. Donc voilà pour la partie consommation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller côté prestations. Et cette fois-ci, maintenant qu'on a fait notre ordre de mission, on va aller créer un suivi de mission. Donc ça nous permet vraiment de savoir si le collaborateur se sent bien chez son client, est-ce que tout est OK sur la mission. Donc on a un petit bouton toujours à droite de la prestation qui permet de créer une action de suivi de mission. Et cette action, elle a un pouvoir, c'est qu'elle se duplique pas seulement sur la fiche d'Alfred, mais aussi sur la fiche du projet et sur la fiche du client. Donc elle est dupliquée sur 3 endroits à la fois pour éviter d'avoir à ressaisir à chaque fois l'information et pour pouvoir aussi la retrouver à plusieurs endroits. Donc là, on va indiquer que tout se passe bien sur la mission. Et ce qui est intéressant aussi sur cette action suivi de mission, c'est qu'elle peut provoquer une notification. Par exemple, vous pouvez décider dans l'outil que tous les 45 jours, vous devez réaliser un suivi de mission. Ou alors vos commerciaux doivent réaliser un suivi de mission sur ce projet-là. Et du coup, ça permet en fait d'avoir une notification si jamais la date est dépassée. Donc, vous avez la possibilité de bien suivre de cette manière-là. Donc, voilà pour la partie suivi de projet. Donc, en résumé, ce qu'on a vu, c'est que les plans de charge vont vous permettre d'identifier les fins de projet, éventuellement de prolonger les prestations, soit directement à l'état signé, parce qu'elles sont déjà signées, soit éventuellement les prolonger à l'état prévisionnel. Et dans ce cas-là, donc juste se projeter dans l'avenir et sans être sûr vraiment que tout va bien se réaliser. On va pouvoir ensuite, grâce au temps pointé par les collaborateurs, suivre la consommation des projets, donc en termes de temps et en termes de frais. Et on va aussi pouvoir réaliser nos actions de suivi de mission grâce justement à cette petite action-là qui peut permettre aussi d'avoir des notifications. Donc je vais cette fois-ci donner la parole de nouveau à Cyril pour la partie facturation des projets. Merci Déborah. Donc effectivement, quatrième partie, donc la partie de facturation. Donc on va voir un peu effectivement où se diriger dans l'outil pour effectuer cette partie de facturation. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre module Apps. Ah oui, pardon, on a juste post-production qui était juste au-dessus, donc on va directement cliquer sur le module post-production qui est déjà du coup en raccourci dans notre menu. Post-production, pour rappel, c'est une application qui est déjà du coup pour laquelle on a déjà fait un webinaire, donc on vous invite à ne pas hésiter à aller le visionner si ça n'a pas encore été fait. Aujourd'hui, si on ne va pas rentrer dans tous les détails, on veut juste effectivement directement s'intéresser aux projets pour lesquels on pourrait aujourd'hui déclencher une facturation dans nos cas de figure. On retrouve ici différents projets sur lesquels on a déjà travaillé. Et ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer un peu différents cas de figure. Par exemple, la première ligne ici qu'on voit apparaître pour le projet D, développement iOS. On voit ici qu'on a bien une commande qui est liée à ce projet. On a bien de la production qui est aussi déclarée. Donc l'outil effectivement nous indique un SAT production facturé.
Par contre, je vois qu'en bout de ligne, ma petite icône de facture n'est pas en surbrillance, elle est grisée. Pourquoi? Parce que je vois qu'au niveau de l'état des temps, alors déjà, ma feuille de temps n'est pas encore validée. Et en plus, j'ai le petit poinçon rouge qui m'indique dans la légende en bas de page que le document signé est manquant. Donc ça, effectivement, dans la facture, on a dû certainement cocher l'option du fait de bloquer la facturation tant que en fait, ce CRASI n'a pas été joint à la feuille de temps, ce qui explique aujourd'hui que la facturation ne peut pas être générée depuis directement l'application post-production. Je retrouve ensuite d'autres cas de figure ici, au niveau de projets qui peuvent effectivement être facturés parce que les différents critères sont bien ici réunis. Je vois que le projet A, par exemple, terrasse virtuelle, on a bien ici une commande. Par contre, je vois que la colonne production est vide, donc je n'ai pas de cette production à facturer. Donc ici, par conséquent, je ne peux pas générer de nouveau la facture comme pour le projet D. Ici, on peut s'intéresser en fait au projet B, donc qui est le projet donc Albibac, sur lequel Déborah a travaillé. Je vois ici effectivement donc des commandes bien existantes, de la production qui a bien été remontée, qui a bien été saisie. Je vois que j'ai bien la possibilité également de générer ici cette facture. Par contre, j'ai juste une petite alerte ici qui peut m'intéresser, c'est que je vois que ma feuille de temps en fait n'est pas arrivée au bout de sa validation. Donc éventuellement ici, en fait, si je viens utiliser un autre raccourci que l'outil me propose, c'est que je peux directement cliquer sur le petit tablier qui va me renvoyer du coup vers la feuille de temps ici existante. Je pourrais effectivement ici donc aller la valider, aller jusqu'au bout de cette validation, vérifier que tous les éléments ont bien été saisis. Voilà, ici, on va dire histoire de complètement bien faire les choses, même si j'aurais pu dans tous les cas, si je le souhaitais, générer cette facture. Donc on va retourner sur notre vue post-production, on va rafraîchir la page. Ici, on va se rendre compte que du coup, cette fois-ci, normalement, l'icône de validation, voilà, apparaît bien. Donc j'ai bien ici la feuille de temps qui a été validée. Et donc voilà, cette fois-ci, une fois qu'on a bien tout fait, générer cette facture. Donc pour rappel, dans post-production, je peux bien sûr utiliser l'icône orange en haut à droite pour générer toutes les factures en même temps. Nous ici, on veut ne générer qu'une facture, celle pour le projet B. Donc je vais directement cliquer sur l'icône en bout de ligne pour générer cette facture. Voilà, l'outil m'indique que des factures ont été générées sur un projet. Je peux directement utiliser le lien ici bleu pour être redirigé vers les factures générées. Et ici, l'outil m'indique bien que les factures générées le sont en proforma. Toute facture générée ici via l'application post-production l'est en proforma, ce qui me permet d'y apporter toute modification si nécessaire. Donc, on va pouvoir ici donc cliquer sur la ligne de cette facture. Constater ici, donc je vois bien d'ailleurs le résumé au niveau des temps pointés par ma ressource ici, que ce soit sur la mission, donc ici il en a deux en fait, celle qui est en télétravail ou celle qui est sur site client, et je vois ensuite la création de plusieurs items sur cette facture, donc la prestation chez le client, avec ici mon tarif à 500, la prestation en télétravail, avec le tarif à 400. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez du coup paramétrer, le fait que nous ayons indiqué des intitulés et que ces intitulés soient repris dans les items de vos factures au niveau de la description. Et il y a bien deux lignes de frais ici qui ont été générées car Déborah en fait a fait des frais qui ont bien été indiqués comme étant à refacturer. Donc ces frais du coup sont rajoutés de manière automatique à ma facture mensuelle. Une fois que cette facture a été vérifiée, j'y ai éventuellement apporté des modifications. Ce qui est important, c'est de faire évoluer l'état parce que pour l'instant, je n'ai pas de référence de facture. Donc, on va la placer cette fois-ci à l'état de création. On va enregistrer. Et donc, je vois que cette fois-ci, élément additionnel. Donc, ma référence de facture, c'est bien généré, bien sûr, par rapport à mon masque de référence qui a été défini. Et ensuite, bien sûr, l'idée de vos factures, une fois contrôlées, passées à l'état de création, c'est qu'on va, encore une fois, donc, toutes les retrouver dans votre module facture ici, en faisant les filtres nécessaires. Et vous allez pouvoir du coup les faire évoluer au niveau de leur état. On peut d'ailleurs utiliser, si on le souhaite, la modification en masse en haut à droite pour toutes les passer, par exemple, à transfuse de client parce qu'elles auraient été envoyées au client. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que vous avez aussi la possibilité de faire l'envoi de vos factures directement depuis Boon Manager avec l'application emailing. Et donc, je vais repasser la main à Déborah pour l'explication de cette partie. Voilà, donc merci Cyril. Donc, on a vu comment facturer vos projets. Donc, nous, on passe directement via post-production, surtout pour la facturation mensuelle. C'est beaucoup plus rapide et ça permet surtout d'avoir un grand niveau de contrôle pour vérifier que toutes les commandes soient bien rattachées, qu'elles ont une bonne référence, que éventuellement, si on a décidé d'avoir un CRAS signé, qu'il est vraiment joint à la feuille de temps du collaborateur. On peut du coup constater si le projet est facturable ou non facturable en fonction de tous les éléments qu'on vient de citer et en plus les temps pointés par le collaborateur.
Donc, grâce à la post-production, on va générer sa facturation mensuelle, soit individuellement ligne par ligne, soit en masse. Et ensuite, au niveau des factures, on va pouvoir contrôler les factures générées qui sont donc à l'état brouillon, pro forma, donc qui n'ont pas encore de référence. On va pouvoir faire évoluer les états et justement provoquer la référence de la facture en fonction du masque qu'on aura défini. Et on va pouvoir du coup envoyer et suivre nos factures grâce à emailing, à savoir que quand on passe par la fonction d'envoi via emailing et qu'on avait décidé donc de joindre les CRA signés, la facture et le CRA sont bien sur le même mail envoyé à votre client. Voilà pour la partie facturation. Donc, je vais laisser la parole à Loïc qui vous a certainement manqué un petit peu pendant ce webinaire et en plus sur sa partie préférée, la partie analyse. Donc Loïc, donne le micro. Merci Déborah, merci Cyril. Donc à mon tour de parler un petit peu, je vais vous parler brièvement de l'analyse de votre activité, principalement selon deux grands axes. On va voir de l'analyse où on se met d'un point de vue projet, d'un seul projet, regarder ce qu'on peut récupérer comme information et ensuite on va essayer de se focaliser un peu plus sur la partie reporting et regarder jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Donc là, si par exemple je retourne sur mon projet B, tant qu'à faire, sur celui avec lequel on travaille depuis tout à l'heure, on a vu ensemble les onglets info, actions, on avait pu retrouver l'historique notamment des suivis de mission, etc. Prestations, consommation, on a aussi un peu vu tout à l'heure dans la partie suivi de vos projets. Moi, je vais me focaliser plutôt sur l'onglet facturation ici pour vous montrer une vue qui est intéressante à cet endroit-là puisqu'elle regroupe un tableau résumé qui contient l'ensemble des types de chiffre d'affaires et de marge que vous pourrez voir dans vos reportings, à savoir le signé, le commandé, le CA production, facturé et payé. Ce qui est surtout important pour vous dans l'analyse de votre rentabilité de projet, c'est la partie que vous avez en dessous du signé et du commandé dans un projet en régie, puisqu'ici, donc le CA de production, ça va être, comme l'a expliqué tout à l'heure Déborah, le chiffre d'affaires qui est calculé en prenant les temps déclarés fois les tarifs de vente renseignés dans vos prestations. À cela, on ajoute également potentiellement les frais refacturés. Les coûts, de la même manière, sont mesurés par rapport au temps et aux frais déclarés sur le projet. Donc, ce sont vraiment des marges réelles que l'on mesure via suite à l'activité de vos collaborateurs sur ce projet. La différence que vous pourrez mesurer entre le CA de production et le CA facturé vous permettra d'identifier si vous êtes en retard ou en avance de facturation. Et enfin, la partie payée vous donnera l'information de votre marge vis-à-vis des factures qu'on vous a déjà réglées. D'ailleurs, j'en profite pour présenter ce tableau si vous ne le connaissiez pas encore. Ce tableau vous donne la répartition de votre chiffre d'affaires facturé selon les différents états, ce qui vous permet de savoir, par exemple, quand vous avez un chiffre d'affaires qui est bloqué dans la partie relance, de l'identifier davantage et de faire le maximum pour le faire descendre dans la partie payée. Avant de partir de la vue projet, sachez que dans cette vue, on va avoir donc déjà ne serait-ce qu'un seul projet forcément, parce que j'ai zoomé sur le projet B, mais aussi on va avoir une vue à l'instant T de l'état actuel de votre projet. On tient compte de tout ce qui s'est passé depuis le début de votre projet jusqu'à la fin. On ne peut pas être capable de filtrer pour dire je veux voir ce qui s'est passé en avril, par exemple, sur ce projet. Cette vue ne le permet pas. Par contre, c'est ce qu'on va pouvoir faire en allant dans le reporting projet. Donc, dans le module reporting, vous avez des sous-vues comme celle-ci. On va travailler aujourd'hui sur celle qui s'appelle la vue projet dans votre reporting. Ici, j'ai fait le choix de filtrer sur mon agence, sur des projets en régie et sur le mois d'avril, tant qu'à faire. Donc, par rapport à la vue précédente, on avait un seul projet. La différence, c'est qu'ici, déjà, premièrement, on filtre sur une période plus courte. J'ai filtré sur un mois, on aurait pu filtrer sur un trimestre, sur un semestre, sur une année ou sur une période définie soi-même. À vous de voir en fonction des besoins d'analytique que vous avez. Et également, l'autre plus-value de cette vue, c'est également qu'on a l'ensemble des projets sur une seule et même vue. Bon, bien sûr, si vous avez beaucoup de projets, tout ne s'affichera pas en une seule vue et vous aurez un système de pages. Et si besoin, on vous invite également à ne pas hésiter à réaliser des extractions pour faire de l'analytique plus poussée. Mais l'avantage, c'est que sur un seul et même écran, potentiellement, vous avez une multitude de projets. Ensuite, autre avantage de cette vue, c'est que vous avez une liste d'indicateurs beaucoup plus fournie. Alors là, pour ce webinaire, j'ai fait le choix d'afficher ces indicateurs-là.
Il y en a énormément que l'on n'affiche pas. Et vous pourriez même, dans certains cas, trouver que j'en ai trop affiché. Ce qu'on vous conseille dans tous les cas, c'est de vous faire votre propre vue ici en cliquant sur configuration. Dans cette vue configuration, vous aurez la possibilité de réorganiser les indicateurs, d'en ajouter, d'en supprimer, et ainsi de vous restreindre uniquement à la liste des indicateurs qui vous intéressent. Par exemple, moi j'ai fait le choix d'avoir un encart qui me rappelle ce qui était convenu au départ, dans la partie ce qui avait été signé avec le client, d'avoir un encart qui m'explique ce qui a été produit en termes de chiffre d'affaires et les coûts mesurés, et également la marge rentabilité qui en est déduite via la production. Enfin, j'ai rajouté le C à facturer et des informations sur les temps avec un indicateur qui me résume le total des temps consommés sur le projet et le détail par personne en dessous. Bon, là, il n'y a qu'une seule personne qui travaille sur mon projet. Typiquement, cette dissociation est intéressante quand vous avez plusieurs personnes différentes qui travaillent sur un seul et même projet, de manière à avoir sur une même vue le temps passé par chacun sur le projet. Voilà pour la présentation de cette analytique. Donc, pour résumer les axes que je vous ai présentés, on a pu voir le premier axe qui est l'analyse depuis votre fiche projet, donc qui vous donne un état actuel de votre projet, l'état de consommation des temps, des frais, les chiffres d'affaires, les différents chiffres d'affaires signés, produits, facturés que vous pourrez mesurer, les coûts et ainsi que les marges. Tout ça sur l'ensemble de la durée de votre projet et sur un seul projet. La deuxième vue qu'on a pu voir ensemble est celle du reporting projet. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle vous permet d'avoir une analyse plus ciblée, que ce soit en période, mais également avec des indicateurs bien plus précis. Vous avez la possibilité d'en choisir davantage et de vous restreindre qu'à ne voir les indicateurs qui vous intéressent. Donc, ça vous permet d'avoir des vues beaucoup plus efficaces. Donc voilà pour l'analytique de votre activité. Je sais que certainement certains voudront aller beaucoup plus loin. N'hésitez surtout pas à nous poser des questions. On sera ravis de détailler davantage. Maintenant, je vais passer la main à personne, à moi-même. Je pense que pour la partie questions-réponses, on va se relayer. Je pense qu'on a pu répondre à pas mal de questions en direct pendant le déroulé. Donc, c'est la première fois qu'on a aussi peu de questions, à vrai dire, dans la rubrique questions-réponses. N'hésitez pas à en Il y a des poser. questions auxquelles on a répondu aussi par écrit qui sont intéressantes. Peut-être que tu Ouais. peux montrer. On a une question, par exemple, si une commande inclut un budget de prestation et un budget de frais, comment est-ce qu'on peut l'encoder? Donc, tu as répondu directement à l'écrit. Ça peut peut-être valoir le coup En effet. de montrer en direct comment ça se passe au niveau du projet. Alors, si on va sur notre projet, alors il y a plusieurs. Le besoin, si le besoin est d'indiquer que par exemple il a été convenu avec le client que pour chaque jour travaillé, ça serait vendu 400 € journalier et que imaginons dans le cadre du télétravail, ou plutôt ça serait plus logique dans l'autre, chez le client, dans le cadre du déplacement chez le client, qu'une enveloppe journalière de frais était anticipée, on a la possibilité ici de renseigner cette information-là. Par exemple, je pourrais dire que il était convenu des dépenses de 10 € de frais par jour avec le collaborateur. Ça vous permet d'anticiper des coûts qui sont déclarés par votre collaborateur et du coup, ça va prendre en compte ces coûts dans votre marge. Ça, c'est la réponse que j'ai faite par écrit. Si votre objectif est de distinguer dans ce que vous facturez au client un budget pour les temps et un budget pour les frais, aujourd'hui, le seul moyen de le distinguer réellement serait peut-être de faire des commandes différentes, à vrai dire, hein, pour avoir vraiment un suivi précis de la conso de ces budgets-là. Donc, vous avez deux options. Soit vous le distinguez comme on l'a fait avec deux prestations et vous mettez des budgets et des commandes distinctes, une pour les frais, une pour les temps. Sinon, vous mettez tout dans l'ensemble et en soi, avec cette vue que je viens de faire en renseignant des frais signés, l'avantage, c'est que ça nous permet de mesurer par rapport à ce qu'on avait anticipé la consommation et donc peut-être de vous alerter si vous sentez que vous dépassez le budget du client. Voilà. Il y a deux approches. Soit vous le gérez vous-même en contrôlant via cette vue consommation que vous ne dépassez pas le signé et dans ce cas, vous continuez à facturer de cette manière-là. Soit vous préférez le distinguer dans deux commandes différentes. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit chez beaucoup de nos clients, des commandes qui sont distinctes pour les temps et les frais. Et dans ce cas, ça vaut le coup de le faire sur deux commandes séparées et donc potentiellement avec deux prestations à vous de voir. Et pour du coup continuer sur les frais, on a eu est-ce que les frais sont forcément liés à une ressource? Du coup, la réponse, c'est que si c'est le collaborateur qui doit avancer les frais, donc là, en effet, c'est une note de frais et c'est lié à la ressource. Si par contre, c'est l'entreprise qui réalise un achat et donc qui fait des frais, mais directement payés par l'entreprise, dans ce cas-là, on peut passer par le CA et l'investissement additionnel.
Donc, dans ce cas-là, ce sera de l'investissement additionnel. Et donc, vous pouvez indiquer que sur une prestation, vous avez des billets d'avion, par exemple, à payer vous-même en tant qu'entreprise. Et donc, vous indiquez directement le montant pour impacter l'achat. Par la suite, justement, vous pouvez transformer ce frais en achat si vous le voulez et décider de le refacturer ou non au client. Donc ça, c'est pour aller un petit peu plus loin. On pourra faire, si vous le souhaitez, un sujet approfondi sur les achats. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des sujets que vous souhaitez voir pendant le webinaire, enfin pendant d'autres webinaires, et notamment les achats qui peuvent être assez utilisés sur les projets. Il y avait une autre question. Existe-t-il un process de validation du CRA signé avant qu'il ne soit envoyé automatiquement au client avec la facture? Alors, ce process de validation, on le retrouve notamment tout à l'heure quand on était dans, si je me reconnecte du point de vue d'Alfred, là, quand on avait saisi sa feuille de temps, si vous vous souvenez, à la fin, on l'avait validée. Une fois qu'elle a été validée, ça crée ce circuit de validation. Donc, on voit qu'il y a Alfred qui a validé et que derrière Laurence, lorsqu'on a fait la facturation et que Cyril nous a demandé d'ouvrir la feuille de temps, on a été la valider. Donc là, il y a eu ce process de validation qui a été fait avant d'aller jusqu'à envoyer le CRA au client et d'envoyer la facture également. Donc, ce process sert justement à ce que vous vérifiez avant d'envoyer les documents. Ensuite, à vous de voir à quel moment vous demandez le CRA signé. Potentiellement, vous le demandez avant que votre collaborateur valide, ou alors vous demandez qu'il le joigne après que vous ayez vous-même validé. Ça, c'est plutôt dans vos process en fonction des pratiques que vous avez. Le tout étant que on attend d'avoir ce document joint. Et dans ce cas, c'est pour ça qu'on vous invite à cocher la case si jamais vous voulez être sûr d'avoir ce document joint avant d'envoyer les factures. Cochez la case pour dire que vous voulez bloquer la facturation tant qu'il n'y a pas le CRA signé. Et de cette manière, ça attendra d'avoir le document joint signé pour pouvoir vous permettre de générer les factures et de les envoyer à vos clients. Et pour répondre à une question qui a été posée sur l'intranet, nous, aujourd'hui, on s'est connecté parce qu'on avait le login et mot de passe de notre collaborateur. Vous, aujourd'hui, pour vous connecter depuis le point de vue d'un collab, il faut avoir justement ce login mot de passe. Donc, il y en a certains qui créent justement une ressource un petit peu bidon, justement, pour juste aller voir comment ça se passe côté intranet. Mais sinon, l'interface intranet du collaborateur est vraiment propre à lui. Il a son login mot de passe, donc vous ne pouvez pas vous connecter depuis son point de vue en temps normal. Voilà. Alors, il y avait une vue que dans cette vue de l'onglet facturation, comment est calculé ce coût commandé qui ici est trop bas? Alors, très bonne question. Si je reviens sur ce tableau résumé que vous avez avec les différents chiffres d'affaires, coûts, à chaque fois avec des lignes signées, commandées, production, facturée, vous verrez que le coût qui est affiché à partir de la ligne commandée et pour toutes les autres est toujours le même. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il y a uniquement pour la ligne signée où les données qu'on va exploiter vont être celles qui ont été renseignées dans la prestation. Savoir que le coût qui est prévu ici, c'est le nombre de jours vendus de ce qui est inscrit dans la prestation, fois le coût journalier moyen, plus éventuellement les frais anticipés. Ici, le coût qu'on mesure, dans tous les autres cas, c'est le coût production. Le coût réel qu'on retrouvera dans certains indicateurs qu'on appellera coût de production au global ou sur vos projets. C'est donc les temps déclarés fois le coût journalier moyen de la ressource et éventuellement les frais consommés et s'il y a des achats, des investissements qui sont ajoutés. Donc c'est le même coût qui est utilisé pour cette ligne commandée que pour la ligne production et facturée et payée également. On a une question de Zoé sur le chômage partiel. Donc, en cas de chômage partiel puis de reprise, est-ce qu'on doit arrêter le projet puis en recréer un autre? Bonne question. Je pense que ça vous complexifiera certainement le travail. Moi, ce que je conseille, ce serait plutôt soit de mettre une date de fin à la prestation et ensuite de la prolonger lorsqu'elle recommencera pour indiquer qu'il y a eu une prestation sur cette période. Ça vous permet d'être plus propre. Mais le fait de recréer un projet va vous demander de renseigner tout depuis le début, à savoir les dates de début, dates de fin, les tarifs de vente, les bons de commande. Et surtout, vous perdrez aussi l'analytique globale sur votre projet, à savoir la marge réelle que vous aurez faite sur ce projet. Vous serez obligé d'aller sommer les infos de vos deux projets différents. Donc, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de clôturer, de mettre fin à ces prestations et de les prolonger une fois de les renouveler à la date de reprise plutôt que de clôturer le projet.
Et justement, sur les prolongations de mission, on a Aurélie qui nous demande si pour une prolongation de mission, on peut la créer sur un nouveau projet ou sur un nouveau besoin. Donc, la réponse est oui, mais dans ce cas-là, ce sera un nouveau projet, ce ne sera pas une prolongation. C'est-à-dire que, comme l'a dit Loïc, il n'y aura pas de lien entre les deux projets et vous n'aurez pas la possibilité de suivre ce qui s'est d'ores et déjà passé sur le projet et ce qui va suivre ensuite. Vous pourrez toujours comparer les données et du coup, ce sera sur deux projets différents. C'est pour ça que nous, idéalement, quand c'est exactement le même projet, que c'est simplement une prolongation, on part du projet existant et on a juste à cliquer prolonger. Et ça évite de refaire tout le travail, de créer un projet, d'ajouter une prestation, de qualifier la prestation, etc. etc. Donc, dans tous les cas, c'est possible si jamais c'est vraiment deux données que vous voulez séparer. Mais dans les bonnes pratiques, il vaut mieux garder le même projet. Donc, sauf si Loïc, tu as d'autres. Non, c'est ce que je conseille. Je sais que certains clients vont avoir besoin de cela lorsque les projets sont tellement importants qu'il y a nécessité un peu de repartir d'une base vierge. Aujourd'hui, on n'a pas encore la possibilité de vous faire des projets issus d'autres projets. Je pense que c'est une suggestion qui pourrait être intéressante à travailler de notre côté, mais à l'heure actuelle, pas encore. Donc pour l'instant, si vous voulez vraiment repartir d'un projet neuf, aller directement au plus efficace et pour essayer de garder le plus de cohérence possible, je vous conseillerais simplement de partir du même besoin. Comme ça, potentiellement, vous avez à partir d'un même besoin plusieurs projets émis et on garde une certaine cohérence sur l'appartenance et l'origine de ces projets. Ce serait mes seuls conseils là-dessus. Je vais profiter pour répondre à une question aussi. Comment sait-on que nous avons des frais refacturés? Est-ce qu'il apparaît dans la facture ou bien dans un rapport à part? Alors, déjà, le fait que vous ayez des frais refacturés, normalement, quand vos collaborateurs vous valident leur note de frais, ça notifie le validateur suivant qu'il alerte qu'il y a des frais qui ont été déclarés et ou potentiellement ils sont à refacturer. Donc, ça, c'est le premier moyen de s'en rendre compte. Deuxième moyen, comme le montrait Cyril au moment de la facturation tout à l'heure, quand on était dans post-production, ici, là, on avait fait le choix de rester en vue synthétique pour l'affichage. Vous avez vu qu'en cliquant, on avait la possibilité également de voir le détail de ce qui allait être facturé. Donc ça, on l'a même avant de générer nos factures. Par exemple, là, vous voyez, je l'ai ici, sur le projet d'en dessous. Et donc là, on peut se rendre compte qu'il y a des frais. On voit qu'il y a de la facturation liée au temps travaillé, mais également liée aux frais. Donc ça, c'est un moyen de s'en rendre compte. Et après, bien sûr, l'intérêt étant que ça se mette tout seul dans la facture. Si vous avez travaillé comme on vient de le montrer dans la qualification de vos projets, si vos commandes sont bien corrélées, si vous travaillez avec post-production, les frais qui sont cochés comme refacturés seront directement renseignés dans votre facture. Donc, normalement, vous n'avez pas à vous en soucier, simplement à contrôler l'exactitude. Estelle demande à quoi sert le groupement dans le projet. Alors, c'est pour un projet, disons sur le sujet d'aujourd'hui qui est la gestion des régies, j'aurais tendance à vous dire que c'est pas forcément le plus utile. Les groupements sont souvent utilisés pour les projets au forfait. L'intérêt d'un groupement principalement, c'est lorsqu'on vend, par exemple, des personnes au même tarif. Imaginons que vous avez un projet, donc l'application dans un projet en régie pourrait être que vous avez un projet que vous vendez en régie à un client dans lequel vous vendez des profils types, par exemple des développeurs, des chefs de projet, des architectes, et quelle que soit la personne qui a le profil de développeur, elle est vendue au même prix. Quelle que soit la personne qui a le profil d'architecte, elle est vendue au même prix. Dans ce cas, les groupements vont vous aider peut-être dans la qualification, parce que vous allez simplement qualifier un groupement en mettant un tarif de vente, et ensuite vous allez venir, une date de début, une date de fin, et ensuite vous allez venir dire quelles sont les personnes qui peuvent déclarer des temps sur ce groupement, pour vulgariser un peu la chose. Et donc ça vous fait gagner du temps dans la saisie. Ça va également vous donner une vue qui synthétise par groupement la consommation. Voilà. Donc vous verrez, peut-être en le parlant, vous concevez plus que ça a davantage d'intérêt pour les projets au forfait, pour être capable de diviser en sous-parties de projet, notamment, et à mesurer la consommation par groupement. Pour la régie, c'est un peu moins pratique. C'est pas ce qu'il y a de plus utilisé à l'heure actuelle. Dans les groupements, on retrouve en fait des prestations. C'est ça. Quentin demande est-ce qu'on peut adapter le mode du calcul du CJM pour tenir compte des spécificités fiscales d'un pays? Donc, comme vous l'avez indiqué, Quentin, c'est vraiment lié au coût des ressources et c'est calculé sur la base des contrats. Et donc là, effectivement, ce n'est pas forcément le sujet du jour, mais on pourra revenir dessus
si vous le souhaitez. Mais en gros, dans le contrat RH du collaborateur, vous pouvez indiquer un coef de charge, des avantages qui vraiment sont propres à ce qu'il a dans son agence juridique d'une part, mais aussi potentiellement dans son régime fiscal. Et donc là, vous pouvez aller jouer sur le coef de charge et le nombre de jours ouvrés annuels pour aller justement impacter le CGM du contrat qui se retrouvera ensuite sur la prestation. Je ne sais pas si d'autres questions là-dessus. Non, c'est ça. Et après, bien sûr, voilà, en effet, ça sort un petit peu du sujet, mais si vous avez d'autres questions, on le rappellera à la slide de fin. N'hésitez pas, toutes ces questions-là, à les envoyer à notre support et pas attendre les webinaires si vous en avez, parce qu'on vous y répondra avec plaisir à tout moment. Je vous pourrais traiter la dernière question, peut-être. Peut-être remontrer un petit peu le bouton aide en haut à droite, si jamais. Parce qu'il y a pas mal de questions qui sont présentes dans pas mal de nos tutoriels, donc pas hésiter du coup aussi à les consulter pour. Voilà, vous pouvez taper vos questions ou vos mots-clés et du coup vous trouvez les tutoriels qui sont associés. Et vous avez également des tutoriels, pour rappel, qui sont guidés où vous pouvez suivre pas à pas les différentes démarches d'Amboon. Donc n'hésitez pas à vraiment les utiliser et aussi à nous faire des retours dessus pour savoir s'il y a d'autres sujets qui ne sont pas forcément présents. Et un autre point aussi, juste à la fin du webinaire, vous allez avoir un questionnaire du coup quand vous allez quitter le webinaire. N'hésitez pas à répondre au questionnaire déjà pour nous indiquer si vous êtes satisfait ou non de ce webinaire. Et éventuellement, s'il y a d'autres sujets, donc on a vu l'engouement pour les achats par exemple, donc s'il y a d'autres sujets comme ça que vous souhaitez voir de manière plus approfondie, par exemple la partie forfait ou d'autres sujets, n'hésitez pas. On prend la dernière question. Ouais, on va prendre la dernière question. On a une dernière question. Donc la question est si un consultant preste sur une prestation qui n'a pas de bon de commande, le verra-t-on dans post-production? Alors oui, parce que post-production vous affichera la liste des projets en cours dans le mois, quel que soit qu'il y ait une commande ou non, il vous affichera la liste des projets qui sont en cours dans le mois. Par exemple, là, si on voit l'exemple du projet 58, il n'y a pas de commande, on voit malgré tout la ligne de projet. Malheureusement, dans cette vue-là, on n'a pas de cas qui reflète exactement. On l'avait sur peut-être à partir de... Non, bon, on n'en a pas, mais voilà, tout ça pour dire que dans tous les cas, il vous l'affichera. La seule chose qui vous empêchera de facturer, nécessairement. S'il n'y a pas de commande, on ne peut pas facturer. Donc c'est une condition nécessaire, mais pas bloquante ni à la saisie des temps, ni au contrôle via post-production. Pour rappel, la commande en fait, va indiquer vraiment toutes les conditions de règlement. Et donc si vous n'indiquez pas de commande dans l'outil, Boon ne va pas savoir comment créer votre facture, avec quel délai de paiement, quelle date de paiement, etc. Donc la commande sert vraiment aussi à conditionner les factures derrière. Donc s'il n'y a pas de commande, il n'y a pas de facture. Par contre, post-production va indiquer le projet depuis la date de début de projet jusqu'à la date de fin de projet, qu'il y ait ou pas une commande et qu'il y ait ou pas des temps pointés dessus. Et justement, du coup, pour finir du coup, de répondre à la question d'Aurélie, c'est post-production aussi l'avantage de vous mettre en avant les projets pour lesquels vous auriez oublié de mettre une commande. Donc c'est pour ça qu'il va vous l'afficher. En plus, ça permet d'identifier rapidement, bah, tiens, tel projet, j'ai pas la commande, donc je la crée pour pouvoir facturer. Donc c'est aussi un des avantages de cette application. Exactement. Presque son rôle principal, à vrai dire. Ouais. Très bien. On vous remercie une fois de plus pour ce webinaire. On espère que ça vous a plu, que ça vous a appris des choses. N'hésitez surtout pas à répondre au questionnaire qui vous sera envoyé juste après. Et surtout, voilà, si vous avez d'autres questions, ayez toujours le réflexe de cliquer sur aide en haut à droite, parce que vous verrez, comme le précisait Déborah et Cyril, il y a beaucoup de tutoriels et de guidages qui vous aideront. Et surtout, c'est à cet endroit-là aussi que vous pourrez nous contacter si vous avez des questions qui ne trouvent pas réponse dans ces tutos. Voilà. Donc on vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à la prochaine pour un prochain webinaire. Bonne semaine à tous. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.